Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue au siège social de la Jeune Chambre économique de Tours. C'est un réel plaisir de vous accueillir ce matin pour une thématique autour de l'économie sociale et solidaire. Alors, cette conférence a été organisée avec le réseau Mutel et notamment Madame Touvré. Donc, vous êtes actuellement directrice générale d'Harmonie Mutuelle. Alors, on va en parler avec vous ce matin, mais l'économie sociale et solidaire, c'est aujourd'hui un vaste sujet, puisqu'en fait, j'ai quelques chiffres en tête, mais c'est un acteur économique de poids désormais dans notre économie. Et la thématique de ce matin fait débat autour du sujet le social et la performance. Donc, vaste sujet. Alors, le réseau Mutel, en creusant un petit peu parce que c'est un petit nouveau né en juin 2016, donc c'est encore très frais, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de synergie en fait avec la Jeune Chambre économique de Tours, parce que ce réseau vise notamment à l'émergence de talents, il vise à la promotion du progrès social et de la mixité, et ce sont des valeurs extrêmement fortes que nous défendons aussi à la Jeune Chambre. Donc vous comprenez aujourd'hui notre plaisir à collaborer ensemble sur cette thématique en tout cas. Et puis je souhaitais aussi vous faire un petit clin d'œil parce que Harmonie Mutuelle est un partenaire fidèle de la Jeune Chambre économique de Tours depuis de nombreuses années. Annuellement, nous avons un prix coup de pouce qui vise à récompenser des actions particulièrement impactantes sur le territoire. Et grâce à des partenaires comme Harmonie Mutuelle, la Jeune Chambre, qui fête cette année ses 62 années d'existence, continue à proposer des actions impactantes pour le territoire, et donc c'est un grand plaisir. Alors je le disais, donc la thématique de ce matin, c'est l'économie sociale et solidaire. Vous allez en parler mieux que moi, Madame Touvré, mais en étudiant un petit peu la question, je vais vous donner deux chiffres que j'ai retenus et je trouve qu'ils sont particulièrement marquants de l'économie sociale et solidaire, puisque en 2016, il y avait un rapport gouvernemental sur l'économie sociale et solidaire, et on nous disait que d'ici 2020, il y aurait 600 000 emplois qui seraient créés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et le gouvernement donnait aussi un deuxième chiffre que je tiens à partager avec vous, c'est qu'en 2016, le gouvernement annonçait que 10% du PIB national est réalisé par 200 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. 10%. Ce chiffre, vu le chiffre précédent, à savoir 600 000 créations d'emplois d'ici 2020, montre le poids certain de l'économie sociale et solidaire en France. Et donc je pense que ce matin, on va largement balayer cette thématique et aussi les valeurs que sont la solidarité, l'utilité sociale et la performance économique, qui sont des sujets extrêmement forts liés à l'économie sociale et solidaire. Donc, je vous remercie en tout cas d'avance, Madame Touvré, pour cette intervention. Je remercie aussi l'Assemblée pour sa participation active sur ce sujet ô combien stratégique pour notre territoire. Et je vous souhaite en tout cas une excellente conférence. Merci. Écoutez, je suis ravie d'être parmi vous. Merci de votre invitation. Merci au réseau Mutel et à la mutualité plus globalement. Vous êtes dans un lieu qui est amusant, je trouve, de par son histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on va accueillir un réseau Mutel. Donc, j'ai un collègue qui m'a gentiment envoyé quelques éléments sur le site hier soir en me disant ça doit être un peu un pied de nez quand même. Donc, voilà, donc bravo à la Jeune Chambre économique d'avoir osé braver l'histoire des lieux, c'est amusant. Donc, ce que j'ai choisi, donc on a 1 heure, vous m'avez dit à peu près, hein, donc c'est d'intervenir de façon pas trop longue. Et puis surtout, moi ce qui m'intéresse quand j'ai la chance de pouvoir me déplacer un petit peu comme ça, puis avoir des rencontres en petit comité, c'est surtout de pouvoir dialoguer évidemment. Donc on a choisi un angle, parce qu'il faut bien choisir quelque chose hein, pour échanger sur ce thème très vaste et très porteur. Donc on a choisi effectivement le social au service de la performance et vous ne m'en voudrez pas, je vais m'appuyer un petit peu sur une mutuelle que je connais bien pour essayer d'illustrer cette thématique. Donc je vais commencer par vous dire 2-3 mots pour nous situer un petit peu. Donc Harmonie Mutuelle, c'est une mutuelle qui fête ses 5 ans au mois de janvier, là en ce moment, pendant tout le mois de janvier. Donc, qui a des histoires beaucoup plus anciennes, évidemment, hein, puisqu'il y a 1500 mutuelles à peu près qui, au fil des années, constitué
cette mutuelle. La plus ancienne, c'est 1894, à Bienfaisance de Gaillac. Après, on a les Chapeliers de Nancy. Enfin, on a toute l'histoire des derniers siècles, globalement. Donc, c'est très amusant. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, on est tourné vers l'avenir. Mais quand même, c'est intéressant. J'illustre l'ancrage, en fait, dans les territoires. Et c'est quelque chose qui est très important aussi pour l'ESS, n'est-ce pas? Donc, sur un plan économique, 2 ou 3 chiffres, donc, nous protégeons 4,5 millions de personnes qui sont majoritairement issues de contrats collectifs, pour plus de la moitié d'entre elles, un peu moins de 600 000 bénéficiaires du RSI, 2,5 milliards de chiffre d'affaires, et donc peut-être un dernier chiffre sur la partie solidarité avec un peu moins de 200 000 bénéficiaires de l'ACS. Donc l'ACS, c'est l'aide à la complémentaire santé, c'est ce qui permet aux gens qui sont juste au-dessus de CMU de quand même pouvoir se protéger sur des enjeux de santé donc tout à fait majeurs. Et puis dernier point, donc 1700 élus donc, qui militent, un certain nombre sont dans la salle, et un peu moins de 5000 collaborateurs. Donc voilà un petit peu. Et puisqu'il y a certains représentants des mutuelles du groupe Vive dans la salle, un petit mot sur le fait donc, que nous avons depuis le 13 septembre constitué un groupe mutualiste de protection sociale avec la MGEN et 4 autres mutuelles. Donc un petit clin d'œil aux représentants de la MGEN dans la salle. Et donc un groupe qui couvre à peu près 10 millions de personnes protégées et à peu près 9 milliards de chiffre d'affaires, et qui a résolument un projet politique, un projet de société, comme boussole pour son action. Voilà, on dit souvent qu'on a 2 pattes en mutualité, enfin en tous les cas dans la mutuelle que je dirige, donc voilà, avec une patte entrepreneuriale et puis une patte sociale, sociétale, on appelle selon les lieux et les sujets, avec un terme un petit peu fluctuant, mais en tous les cas les 2 sont tout à fait fondamentales et au service du projet. Donc, j'ai relevé quelques éléments dans ce que vous avez comme présentation de la jeune chambre économique qui résonne avec donc, ce qu'on peut nous porter également. Donc, parmi les extraits qui m'ont intéressé, j'ai noté que vous étiez porté par des valeurs humanistes et dans un esprit de tolérance, que votre vocation, vous l'avez dit, est de donner aux jeunes l'opportunité de développer leur talent de leader, la prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise et la solidarité afin de créer des changements positifs, donc des politiques aussi, on espère. Donc les membres innovent chaque année par des actions dans différents domaines, et puis la partie internationale avec le réseau mondial de jeunes citoyens actifs, donc voilà, avec 3 termes là qui sont tout à fait intéressants pour le futur également. Donc, quand j'ai regardé cette présentation, donc, je me suis dit qu'il y avait quelques thèmes sur lesquels on avait peut-être voilà, des proximités particulières. Il y a cette notion d'humanisme, de solidarité, d'innovation, d'esprit d'entreprise, d'engagement citoyen et de responsabilité sociale. Donc, vous avez parlé de l'ESS, vous le connaissez bien, ce secteur-là qui est en mouvement, mais ce qui nous semble, nous, important au niveau de la mutuelle dans ses fondamentaux, c'est le fait qu'on est sur un modèle économique donc, non lucratif. Enfin, non lucratif, ça ne veut pas dire perdre de l'argent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enrichissement individuel. Donc, on est très très clair sur le fait qu'une performance donc, doit être présente, recherchée et présente, et au service, donc, encore une fois, d'un projet comme je l'ai dit. Alors, on ne peut pas s'empêcher de faire le lien, on en parlera peut-être avec les débats actuels sur est-ce que l'objet social des entreprises doit évoluer ou pas. On voit bien d'ailleurs les différents regards qui aujourd'hui sont portés sur le sujet. Il y a évidemment le thème de la gouvernance démocratique, assise sur l'engagement et la représentation des individus. Excusez-moi. Donc qu'ils soient salariés, qu'ils soient travailleurs non salariés, qu'ils soient émanant des entreprises elles-mêmes. Le 3e élément qui me semble résonner, c'est celui de la recherche d'une mutualisation et d'une solidarité la plus large possible, puisque j'ai cité le chiffre de l'ACS tout à l'heure, le fait de donner accès à tous, sans aucune exclusion,
et peut-être même parfois avec une attention particulière, parce que sur des populations comme la CS, nous travaillons à perte, hein, c'est très clair, donc c'est un choix tout à fait assumé, que nous regrettons par ailleurs, mais c'est une réalité que nous prenons tout de même en compte. Et puis le dernier point, c'est cette idée de rechercher une innovation au service du mieux-être économique et social, donc, que vous avez également dans vos objectifs. Donc aujourd'hui, on se définit un peu comme une fabrique de santé et de protection sociale, avec une responsabilité particulière, parce que la santé et plus globalement la protection des risques sociaux, voilà, ça confère des exigences et des responsabilités particulières. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est celui de l'engagement citoyen. Donc, parce qu'on peut être un acteur privé, entre guillemets, et un acteur d'utilité sociale. Donc, peut-être vous aurez aussi des questions, ou en tous les cas des thématiques à aborder ensemble ensuite. Et donc, voilà, on a repris quelques mots de vous, Camille. Donc, ne jamais cesser d'être de ceux qui entreprennent, d'être de ceux qui participent activement à la construction de demain. Donc, c'est vraiment ça, cette notion d'engagement citoyen. Et cette notion de citoyenneté active, demain et après-demain se tiennent les premières assises de la citoyenneté à Rennes. Je ne sais pas si vous avez vu cette manifestation qui va voir être présent de nombreux représentants de la société civile, politique, du monde de l'entreprise, etc. C'est un marqueur qui est quand même pas tout à fait anodin dans ce qui est en train de se passer dans notre société, dans ces attentes d'aujourd'hui, on l'espère encore plus de demain. Donc c'est également un sujet pour Mutel, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, comment les femmes, les minorités peut-être plus globalement, hein, se prennent en main en tant qu'acteurs et ne se laissent plus guider, mais au contraire font leur choix et assument leurs différences aussi parfois. C'est peut-être un débat également qu'on pourrait avoir. Et donc au niveau de la mutualité, c'est toute je pense, la genèse du réseau Mutel. On sait très bien qu'on est globalement sur des dirigeants plutôt masculins et qu'il y a un défi d'ouverture et de diversité dans toutes ses composantes. Et la diversité, commencer dans la diversité, c'est peut-être moins compliqué de commencer par les femmes que par d'autres sujets, mais c'est forcément un premier pas vers une ouverture plus globalement. Donc l'engagement citoyen, c'est aussi donc le militantisme sur les sujets de santé et de protection sociale solidaire. C'est aussi parce que ces activités-là ont basculé dans le monde de l'entreprise avec une responsabilité un peu nouvelle des entreprises sur la santé de leurs salariés, sur des problématiques de qualité de vie au travail, etc. Donc nous, on est clairement sur l'accompagnement des entreprises dans leurs responsabilités vis-à-vis des salariés, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, le dernier point qui nous semble très important, c'est celui du débat territorial, en fait, hein, la métropolisation de la France. Alors, moi, j'étais au congrès de l'UDES, hein, certains d'entre vous sont actifs au sein de l'UDES récemment, là, c'était très, très intéressant, ce congrès. Et j'ai entendu un chiffre, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais aujourd'hui, 46% de l'emploi en France se concentre dans les 12 premières métropoles. Et j'y ai pas cru, en fait. Je suis allée voir, comme on a tous le réflexe maintenant, j'ai fait un petit coup de Google. Et c'est vrai. Et quand on regarde l'habitat, donc évidemment, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres, mais on nous annonce dans les 10 ans qui viennent encore 5 millions de personnes autour de ces principales métropoles, etc. Donc on le sait tous, hein, mais ce défi d'une autre fracture territoriale, c'est quelque chose auquel je pense que tous les acteurs ici présents dans cette salle ne peuvent être indifférents. Donc ça nous questionne dans beaucoup de dimensions, dans des dimensions managériales à l'intérieur des mutuelles ou à l'intérieur des organismes que nous dirigeons. Ça nous concerne en tant que, dans les choix qu'on fait aussi en termes d'allocation d'investissement, etc. Donc un défi. Et puis la progression des femmes dans l'emploi, c'est quelque chose que j'ai évoqué également. L'autre point que je voulais partager avec vous, encore une fois, juste pour lancer un échange après, hein, c'est une conviction qu'on ne peut pas avoir de responsabilité sociale ou se revendiquer avoir une responsabilité sociale sans s'inscrire dans un temps long et dans des problématiques de long terme. Donc,
c'est quelque chose qui se joue à la fois sur les territoires, on vient de l'évoquer, hein, avec cette question de l'emploi et du logement, mais c'est aussi quelque chose que finalement, voilà, j'ai vu par exemple le mouvement Oser citoyen, hein, de la Jeune Chambre d'Orléans, qui est aussi animé par cette vision-là. Pour illustrer ça, on a fait un choix chez Harmonie Mutuelle, je voulais le citer, c'est qu'on a demandé notre agrément, et on l'a eu, hein, à l'Agence nationale du service civique. Et donc, depuis cette année-là, et on veut monter en charge de façon très très importante, puisque nous accueillons des jeunes du service civique, donc 60 en 2018, et on a l'ambition d'aller bien au-delà. Donc c'est un effort tout à fait considérable, parce qu'en termes d'accompagnement, etc., c'est pas neutre du tout. Et on a choisi comme première action, on en aura d'autres, mais de s'habituer réciproquement à cette nouvelle forme d'action sur la fracture numérique. Donc ces jeunes qui nous rejoignent pour une durée de 6 mois en général, donc nous aident bénévolement, enfin c'est un service gratuit qu'on offre, c'est ce que je veux dire, voilà, aux gens qui en ont besoin, qui sont autour d'une agence, parce que là il faut forcément que ça soit physique, donc à apprendre le minimum dont on a besoin aujourd'hui en tant que citoyen pour se débrouiller dans un monde qui est devenu un monde numérique. Et puis peut-être quelques autres exemples aussi sur des partenariats sportifs, en tous les cas qui sont vraiment au cœur des populations sur les territoires. Donc ça peut être dans la santé, enfin le sport et la santé beaucoup. Donc ça peut être le partenariat Odyssea avec les courses qui associent une logique d'engagement dans la lutte contre le cancer, donc en octobre de chaque année, qui voit de plus en plus de monde. Je ne sais pas ici combien de participants et participantes il y avait, mais à Paris, à l'hippodrome de Vincennes, c'était 45 000 personnes qui se mobilisent sur ce genre d'action. C'est magnifique d'ailleurs. Et, sur Open Swim Stars aussi, donc là c'est la nage en eau libre, hein, donc la reconquête de nos rivières, les questions de santé et environnement aussi, qui sont à la fois intéressantes du point de vue citoyen et à la fois intéressantes pour les mutuelles, et l'ensemble des mutuelles, je pense, hein, avec cette idée qui est aujourd'hui admise, mais moi quand j'ai commencé à travailler dans le monde mutualiste, c'était donc il y a bientôt 30 ans, quand on disait que la santé et l'environnement avaient un lien, enfin on passait quand même pour des espèces du luberlu. Et aujourd'hui tout le monde sait à quel point c'est important, donc non seulement l'environnement, mais également la façon de vivre, hein, donc avec tous ces encouragements, le sport sur ordonnance, toute cette bonne activation du sujet du bien-être et de la lutte contre la sédentarité. Peut-être un troisième point sur voilà, comment l'entreprise, une entreprise mutualiste et la nôtre essaie de s'inscrire dans une forme d'exemplarité ou en tous les cas de militantisme, tel que je viens de l'évoquer. Parce que nous, on en est bien conscients et convaincus, c'est pas forcément toujours le regard qui est porté sur nous. Il y a une espèce de difficulté, on va dire. On est vu par certains comme des agents purement économiques, assureurs, dont la seule obsession est d'optimiser donc cette activité d'assurance. Et j'espère avoir illustré le fait qu'on était engagé dans bien d'autres dimensions. Donc, c'est évidemment, vous le savez, le fait que nos non-actionnaires sont nos adhérents. Donc, dans le débat sur l'entreprise et son objet social, ça sera peut-être intéressant d'arriver à expliciter en quoi l'absence de détention individuelle de capital peut avoir un impact sur la marche des affaires. Et il y en a un, on le sait, mais on ne sait pas aujourd'hui bien le partager, l'expliquer et le démontrer. C'est la construction collective, hein, des options stratégiques qui sont prises. Et ça, évidemment, c'est un ancrage tout à fait essentiel. Alors peut-être que cette difficulté à bien faire passer ça, à bien convaincre, c'est le fait qu'on est, comme je pense beaucoup d'autres acteurs, on a des écarts entre nos souhaits, nos ambitions et nos réalités, et parfois des dissonances. Et c'est peut-être à ça qu'il faut que collectivement
je parle de la mutualité, mais peut-être de l'ESS plus globalement. On a s'attaqué pour que la démonstration soit plus pure, on va dire. Donc, et du coup, ce que vous mettez en place là au niveau de la jeune entreprise exemplaire, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi en fait dans le terme qui est utilisé, hein. Et puis le fait que les candidats doivent avoir des valeurs managériales humaines positives. Et ce terme-là, positif, il est très intéressant parce que quand on fait les parallèles avec la Jeune Chambre économique ou d'autres organisations engagées dans le mieux-être social, globalement, on va dire, on voit bien qu'on a des choses qui sont très très proches, mais on ne parle pas du tout la même langue, en fait. On n'utilise pas les mêmes termes, on ne se réfère pas forcément à la même chose, et en même temps, on cherche le même objet. Donc, peut-être ça peut donner aussi lieu à une petite discussion là-dessus. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et puis peut-être conclure quand même sur le fait que au sein de la mutuelle, nous avons une démarche tout à fait importante et que je peux porter de façon assez évidente, je vais dire, sur la mixité. Alors moi, j'aime pas trop le terme de parité, ni celui... enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là pour l'instant, mais voilà, moi j'ai tendance à dire que je suis une militante de l'égalité des chances et pas forcément de la parité absolue, etc. Et je ne suis pas non plus très à l'aise quand le thème se cantonne simplement aux femmes, avec une espèce d'obligation parce que la loi Zimmermann-Copé dans les entreprises privées, et puis une espèce de rattrapage du coup, etc. Et c'est pas, je trouve, la bonne façon de prendre les choses. On est dans des mouvements de transformation de la société. Pour se transformer, il faut de la diversité, et donc il faut s'ouvrir. Donc pour moi, le vrai sujet, c'est celui-là en tant que dirigeante. Et puis après, en tant que citoyenne, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a celui de l'accès des femmes à l'ensemble des droits, comme d'autres d'ailleurs composantes de la population française. Donc on a mis en place des actions, des programmes qui sont à la fois la lutte contre les stéréotypes, qui sont donc du côté plutôt des managers, qui sont du côté des femmes concernées, plutôt comment à travers des réseaux on les encourage à rentrer dans Mutel. Il y a aussi des actions propres à la mutuelle, comment elles se mettent à oser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis peu à peu, par exemple aujourd'hui sur tous les postes de management, on exige qu'il y ait des candidats des deux sexes, hein, donc, et on arrivera, je pense, dans toutes les catégories à nommer aussi des femmes là où elles sont moins représentées, et c'est dans les métiers de l'informatique, dans les métiers du commercial, notamment qu'on est avec un déficit et d'autres métiers où on est surreprésenté, parce que voilà, les stéréotypes de genre s'exercent aussi dans la mutuelle, même si on essaie de lutter contre. Moi, j'ai rejoint la mutuelle il y a pile 2 ans, et donc avec les grandes lignes d'un projet qui était établi, hein, puisque je l'ai dit, on a un projet politique très très clair, très explicite, hein, un engagement mutualiste dans toutes ses composantes. Donc ça se négocie pas. Mais la feuille de route, la stratégie opérationnelle, ça c'est quelque chose que la direction générale doit proposer. Et donc, lorsque je suis arrivée, j'ai fait le choix de ne pas travailler avec un cabinet de consultants, ce que j'aurais pu faire, ce qui se fait assez souvent. Il paraît que la moitié du chiffre d'affaires du consulting en France, c'est les banques et les assurances. Ça veut quand même dire quelque chose, c'est qu'on a quand même les moyens de dépenser de l'argent, sinon on dépenserait moins comme dans d'autres secteurs d'activité. Donc, je ne parle pas forcément des mutuelles, encore que parfois. Et donc, j'ai fait le choix de faire travailler les collègues de la mutuelle, donc dans 3 cercles différents, et on a construit notre stratégie opérationnelle sur la base d'une participation interne. Donc, on a mis du coup quasiment 1 an. En même temps, voilà, si on l'avait fait autrement, on aurait mis 3 mois, mais on aurait mis 9 mois à expliquer. Et là, voilà, donc au bout du bout, ça ne change pas grand-chose fondamentalement, sauf que c'est un projet qui est porté. Donc, on l'a fait quand même plus dans la sphère managériale que salariée, parce que la culture de la mutuelle était quand même assez hiérarchique, etc. Et c'était difficile de changer complètement de registre. On cherche toujours la ligne de partage entre ce que les gens peuvent accepter et
là où il y aura beaucoup de résistance, donc on a cherché un peu un passage. Dans tous les cas, ça a été vraiment une construction collective, au moins au niveau des managers, et du coup un portage qui n'a rien à voir. Donc ça, c'est un premier exemple. On en a un deuxième sur la question de la fracture numérique, ou en tous les cas de la prise en compte de ce nouveau monde, on va dire. Et donc, on a mis en place un pass numérique depuis une année à peu près, qui a été ouvert à tous les collaborateurs et à tous les délégués de la mutuelle, donc les 4900 et les 1700 dont j'ai parlé là, avec un contenu assez riche et des résultats assez différents dans les deux populations d'ailleurs. On a encore, je crois, un tiers à peu près de nos délégués qui n'ont pas eu envie, qui ont eu peur peut-être. Donc il y a des choses collectives qui se mettent en place pour accompagner. Et puis sur la RSE plus précisément, parce que c'était votre question, on a je pourrais donner d'autres exemples dans d'autres dimensions de l'entreprise. Je vais en donner un quand même. On est en train de changer d'organisation sur la partie distribution, parce que voilà, les comportements évoluent, les gens viennent moins en agence, ils travaillent plus à distance, etc. Enfin, vous connaissez tous ces changements-là. Et donc, on a décidé de travailler avec les collaborateurs d'une région sur comment on changeait ça là aussi, plutôt que de travailler avec un cabinet de consultants qui va nous expliquer la vie et qui nous expliquera après pourquoi ça ne s'est pas passé, comment c'était prévu. Et nous non plus, on ne fera pas ce qu'on aura prévu, mais au moins on s'en prendra qu'à nous-mêmes. Et sur la RSE, en fait, on a fait un apprentissage qui n'est pas terminé, et donc on a travaillé en dialogue partie prenante sur deux sujets. Sur le sujet des aidants, donc, qui nous a permis, comme première traduction concrète, de mettre en place une plateforme d'entraide pour les aidants, donc, qui est aujourd'hui déployée pour les salariés, demain les délégués et après-demain tous nos adhérents. Et on l'a fait également sur la question des données, qui est un sujet qui monte énormément en ce moment, hein, donc, et on a l'ambition de faire... je ne sais pas si ce sera fin 2018 ou en 2019, on n'a pas encore calé la date avec le président, mais on a l'intention de faire une ou des conférences de consensus sur le sujet. Ensuite, sur un certain nombre de thématiques plus ponctuelles, on ouvre en fait, peut-être avec un peu de retard d'ailleurs, parce que je vois un certain nombre de municipalités, je ne sais pas du tout comment c'est à Tours, mais je vois à Paris ou dans d'autres villes les notions de budget participatif, de décision participative, etc. C'est quelque chose qui se développe beaucoup. Hein. On demande aux citoyens de voter. Après, ils n'utilisent pas, mais en tous les cas, ils ont des moyens d'expression. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour essayer d'avancer. Mais je trouve que globalement, encore une fois, c'est un regard très personnel. Hein. Peut-être que notre construction dans le monde mutualiste, où on était dès le départ finalement avec une représentation des adhérents indirecte via des délégués, etc., ça nous a un peu coincés dans comment on imaginait donner la parole directement aux adhérents de base, et comment voilà, les délégués trouvent voilà, peut-être un repositionnement, ou en tous les cas un rôle d'accompagnement, etc. Enfin, ça fait bouger un petit peu toutes les populations à l'intérieur, et c'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui on est plutôt dans une situation où, et c'est ça peut-être qui fait qu'on n'est pas toujours crédible. L'une des réflexions qu'on a aujourd'hui, et sur laquelle j'espère qu'on va avancer assez vite, c'est que un des intérêts qu'on peut avoir, nous, en tant que structure de l'ESS un peu visible, et on investit pour ça, hein, c'est de donner aussi de la visibilité à des partenaires ou à des causes qui nous semblent résonner avec les nôtres, et c'est typiquement le cas de votre action, effectivement, en ce qui concerne Emmaüs, et donc de pouvoir, en fait, donner de la visibilité et favoriser ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'appel à la générosité, qui vient d'être fait. Donc c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, et on pense que dans l'année ou dans les 2 années qui viennent, ça peut être de nouvelles formes aussi d'engagement réciproque qui font du bénéfice commun. Parce que dans l'ESS, c'est vrai qu'on a vraiment deux ou plusieurs d'ailleurs, parce que quand on prend les institutions de prévoyance, les mutuelles d'assurance, les mutuelles santé, et que de l'autre côté on prend des structures qui sont Emmaüs ou d'autres, je ne sais pas comment qualifier la différence, on la sent intuitivement, mais peut-être dont l'objet principal est d'œuvrer en faveur des plus démunis, alors que dans une mutuelle comme la nôtre, où on accueille tout le monde, c'est l'un des objectifs, mais ça n'est pas le seul. Alors je ne sais pas si c'est ça le vrai écart ou pas,
Mais en tous les cas, peut-être que ce qu'on peut faire justement, c'est aider à flécher un certain nombre de nos citoyens qui ont envie d'être utiles et de contribuer à des belles causes telles que celle pour laquelle vous œuvrez. Pour l'instant, on reste autour du réseau fédéral, c'est-à-dire que c'est la fédération de la mutualité française, salariés et élus, puisqu'on a les deux piliers, comme Catherine l'a dit tout à l'heure, et qui est très important. Mais je pense qu'on peut entamer une réflexion et il n'y aura pas du tout, on prend votre question avec intérêt, il n'y aura pas du tout, on peut échanger et effectivement on cherche actuellement à s'étoffer, on va dire, pouvoir accompagner d'autres projets, mais actuellement pour le moment, on va dire en 2018, le réseau, enfin tous nos projets, toutes nos actions, elles sont autour pour accompagner et les salariés, autour des structures qui adhèrent à la mutualité française et aux élus aussi, puisque on voudrait arriver, Catherine n'aime pas le mot de parité, mais on voudrait arriver à ce que les femmes puissent s'investir, avancer plus dans les mandats d'élus, mais aussi dans leur parcours salarial. Mais je vous propose d'échanger. Il y a une autre porte peut-être qui peut être ouverte, c'est celle du bénévolat de compétences, puisque c'est un dispositif que nous avons mis en place dans nos mutuelles. Et donc nos salariés sont encouragés à donner de leur temps pour certains d'ailleurs pour militer avec Emmaüs, d'autres Habitat et Humanisme. On est beaucoup autour des sujets de logement finalement. Et là, je ne sais pas du tout si ça peut rentrer dans ce cadre-là ou pas, parce que c'est une forme de coaching peut-être, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ça m'intéresse effectivement là aussi de le prendre sous cet angle-là et de voir comment on peut créer des ponts, parce que c'est, je pense, ça la vraie question. Et d'ailleurs, dans l'objectif de ce concours, l'idée c'est aussi d'accompagner les créateurs de ces jeunes entreprises, aussi et notamment en termes on veut les récompenser par du coaching. Oui, par exemple, par du coaching, voilà, exactement, par du coaching par exemple, où on veut pas faire de la récompense par de l'argent, on veut plutôt faire de la récompense en nature avec donc soit du coaching, soit de l'accompagnement professionnel, etc. D'accord, alors effectivement, je pense que ça peut rentrer dans ce cadre-là. Donc on va aussi prendre la question. Et alors pourquoi exemplaire ? Oui. Pourquoi entreprise exemplaire ? Qu'est-ce qu'il y a comme concept qui vous tient à cœur derrière le choix de cet adjectif ? Concours européen de la jeune entreprise exemplaire, parce qu'on a deux concepts. On a l'impact positif. On souhaite que nos candidats, quand ils candidatent sur ce concours, puissent avoir un impact positif pour la société. Ça, c'est une première chose. Et le deuxième critère, c'est de mettre en valeur les profils atypiques, puisqu'on sait que la société, économiquement, ça bouge beaucoup depuis quelques années. Et donc, on veut mettre en valeur ces entrepreneurs ou entrepreneuses, ces chefs d'entreprise, puisque c'est mixte, tout va bien, chef avec 2 F ou pas. Et donc on est sur ces deux critères-là. Voilà, c'est vraiment les deux axes de ce concours qu'on a voulu mettre en valeur ici sur le territoire. Il y a beaucoup de demandes de coaching. À chaque fois qu'on peut intervenir ou qu'on a des événements, alors ça me fait rebondir parce que cette demande de coaching, ça veut dire qu'en fait, les femmes, puisqu'on parle des femmes, mais les messieurs aussi, j'imagine, avec les profils atypiques, ont envie d'agir, ont envie de s'investir. Et à un moment, si on parle de coaching, c'est qu'ils sont freinés dans leur parcours ou dans leur envie. Et c'est pas tellement du coaching, parce que je pense que déjà, si vous avez déjà fait le premier pas pour intervenir, pour vous dire bon, je veux agir, c'est déjà très riche en soi. Donc après, c'est peut-être voir les freins qui empêchent
à ce que vous puissiez aller plus loin et en avant. Enfin, je veux dire, le terme de coaching est... Voilà, même un accompagnement, je veux dire. Allez-y, allez-y. C'est peut-être un concept de mentorat en fait. Oui. Avoir quelqu'un qui fait un peu un effet miroir, qui peut aider à répondre soi-même en fait à des questions, mais en ayant un cheminement avec quelqu'un d'autre. Oui, et le bénévolat de compétences, je rebondis sur ce que vous proposiez. C'est vrai que ça peut être en plus très intéressant pour des salariés d'Harmonie Mutuelle. Oui, c'est ça. De pouvoir justement profiter d'une expérience nouvelle en conseillant sur leur partie, leur expertise finalement, des porteurs de projets comme on recherche pour ce concours. On le fait aussi dans le cadre de nos quartiers du talent. Oui, il y a ça. Des salariés et des élus d'ailleurs, parrainent. Parce que voilà, quand on arrive à peut-être un certain niveau d'expérience, on va dire, d'expérience dans tous les compartiments de la vie, de l'entreprise, etc. On se dit qu'on doit aussi donner un peu. Et ça marche très très bien, ça suscite beaucoup d'intérêt. Moi je suis très très heureuse, ça a été signé au mois de septembre dernier, de ce que ça déclenche. Peut-être que certains d'entre vous pourraient devenir délégués de la mutuelle et avoir une action de l'intérieur. Donc voilà, un peu dans l'esprit de ce que j'évoquais tout à l'heure, on est quand même une structure de taille importante qui a des moyens justement d'accompagnement sur le terrain, etc. Et ça peut être une façon de le faire. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui me vient spontanément à l'esprit. Ensuite, moi j'étais comme vous voyez, si on reprend le sujet de la parité, il y a 15 ans, je me disais non, jamais de loi là-dessus, et puis il n'y aurait pas eu Zimmermann-Copé, on en serait toujours malheureusement très très loin. Donc voilà, et aujourd'hui, les 40% de femmes dans les conseils d'administration, c'est clairement, et on voit les résistances dans certaines entreprises, c'est clairement le produit de la loi. Et là où c'est pas encore obligatoire, certains peuvent voir à quoi je pense, il y a encore des messieurs qui nous expliquent que c'est pas possible, qu'ils trouvent pas de femmes. Là, c'est pas vrai. Je suis désolée de le dire devant vous, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est toujours très délicat, effectivement, comme question, mais à un moment donné, si ça peut permettre d'être un accélérateur, eh ben tant pis, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est dommage, je partage vraiment ça, c'est dommage. Après, voilà, il y a d'autres choses qui ont été obtenues, je pense dans un registre qui n'a strictement rien à voir là, mais il y a une chose qui m'a frappée ces derniers temps, c'est la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, il y a une action de groupe qui a été déposée contre la FNAC et Darty, sur la question des objets connectés qu'ils vendaient et de l'insuffisante traçabilité de l'usage qui était fait de ces données par les fabricants de ces produits-là, puisqu'eux ne sont que distributeurs quand même dans l'histoire. C'est pas eux ensuite qui opèrent cette activité-là, et pourtant ils ont été mis en cause. On verra bien ce que ça donne. Et là, c'est bien le produit de mouvements citoyens, je veux dire, ce qui est en train de se passer sur les données, le règlement européen sur la protection des données, etc. Voilà, et en même temps, voilà, regardez, cet exemple-là est intéressant. Je vais juste prendre une minute de plus. Donc, on a la CNIL qui est très active en ce moment sur la transposition de nouvelles réglementations européennes, etc. On se dit tous que c'est absolument anormal qu'il y ait un tel business avec, voilà, selon les convictions, ce qui nous appartient ou pas, mais en tous les cas, qui n'a pas le droit d'être utilisé sans notre consentement. Et en même temps, combien dans la salle ont arrêté d'utiliser Google? Moi aussi. Donc, 3, on est 3. Voilà. Et donc... un de l'opérateur français qui s'appelle France. Ouais, quoi. Moi, j'ai pris Lilo, mais... Oui. Donc voilà. Donc peut-être qu'on peut aussi avoir des actions conjointes et là aussi donner de la résonance sur des sujets comme ça. La première chose, c'est que nous pensons qu'il y a progrès possible et donc nous prenons voilà, ces évolutions comme autant d'opportunités pour régler des problèmes. Alors on en crée d'autres et il faut les réguler, mais voilà, la première chose que je voulais partager, c'est ça. Pas en résistance, mais au contraire en opportunité.
Je pense que le principal changement sur la santé aujourd'hui qui est en train de se produire de par ces évolutions technologiques, c'est que sur les sujets vraiment aigus de santé, on va de l'hôpital vers la ville et même de la ville vers le domicile. Ça, c'est la première dimension. Et puis la deuxième, qui concerne plus les maladies chroniques, c'est que les patients deviennent soignants. On le sait tous, on a tous dans notre environnement des gens qui se font des piqûres une fois par semaine, qui se font ceci, qui se font cela, qui prennent leurs mesures et qui les envoient éventuellement via des objets connectés à leur médecin, etc., etc. Donc on voit bien à quel point ces deux dimensions changent. Et ce qu'on voit, je regarde par exemple les réflexions de la FHF, l'hôpital public, sur ces sujets-là, et je pense qu'on est dans la même façon de regarder le sujet. On voit bien que peu à peu, ce sont les territoires qui doivent s'organiser avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, sur un territoire donné pour la question de la prise en charge de la santé des populations qui vivent sur ce territoire. C'est ça qui est en train de se passer en fait, avec toutes les résistances et les lobbying, parce que tout le monde est d'accord pour ça si c'est lui qui décide de tout. Donc évidemment, tout le monde, voilà, et avec des acteurs qui ne sont pas habitués du tout à se parler. C'est vrai qu'entre les mutuelles et les médecins, ça n'a pas toujours été l'amour fou, entre les assureurs et les mutuelles, entre l'hôpital privé et l'hôpital public, etc., etc. On voit bien à quel point on a des défis d'ouverture devant nous. Donc ça, c'est la première dimension, mais on voit beaucoup. Et pour le coup, pour rebondir, moi je crois sur ces sujets-là, plus tellement à la loi, je crois beaucoup que le sujet il se traitera par le bas, c'est-à-dire de façon pratique sur un territoire donné, etc. Moi, il y a une chose qui m'a énormément frappée en 2014-2015, c'est il y a eu pas mal d'argent qui a été mis par le ministère de la Santé sur territoire de soins numériques. Il y a eu des appels à projets des ARS et donc des industriels plutôt qui ont répondu, etc. Il n'y a pas eu une seule mutuelle à ma connaissance, il n'y a pas eu un seul assureur plus globalement à ma connaissance, c'est-à-dire qu'on n'a même pas été vu et nous ne nous sommes même pas intéressés au sujet globalement au niveau de la profession et on est passé complètement à côté de ça. Et ça quand même, comment ça se fait quoi ? Enfin donc voilà, donc si on se dit que le sujet c'est un territoire avec des besoins spécifiques peut-être et une logique d'acteurs interdépendants qui doivent le devenir, c'est une première dimension plutôt de représentation, de carte mentale qui est absolument essentielle. Et puis la deuxième dimension, vous l'avez dit, c'est la dimension des infrastructures de transport et de stockage de données avec toutes les questions que ça pose. Et là, on n'est pas rendu non plus, parce que là aussi, qui a envie d'avoir le pouvoir là-dessus? Donc on voit très bien la CDC qui a pas mal de moyens et quelques appuis là où il faut. On voit la Poste qui se positionne clairement en aménagement du territoire numérique aujourd'hui, qui d'ailleurs vient de rentrer dans le fonds de dotation FHF dont je viens de parler. C'est pas un hasard du tout. Donc on est vraiment dans les grandes manœuvres en ce moment, mais il y aura des outils de place, il y aura des infrastructures de place à un moment donné. Moi, ça me paraît assez inéluctable. Voilà. Du coup, il y a un débat sur la neutralité du net, etc., qui vient interférer là-dedans, qui n'est pas forcément totalement anodin. Donc on va voir, là, il y aura de la réglementation sur le sujet, c'est clair. Donc voilà. Combien de temps ça va prendre? Je ne sais pas, mais c'est vraiment, je pense, un des sujets les plus importants en termes de transformation profonde de la société qui est en train de se passer, avec le fait très positif qu'on évoquait, c'est qu'aujourd'hui, la santé, c'est quand même le premier objet de préoccupation de tous les Français, quoi. Donc voilà. Donc c'est un vrai beau sujet stratégique. Et c'est là que la question, c'est pour ces raisons-là aussi qu'on a décidé de constituer un groupe puissant. C'est parce que pour avoir accès à des discussions avec un certain nombre d'acteurs et pouvoir peser, il faut être de taille importante. Je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir. France Connect, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit outil d'authentification qui vous permet en fait de vous identifier sur le site Amélie ou sur les impôts, ou sur il y a 3 ou 4 sites comme ça, etc. Et nous, en tant que mutuelle, on s'est intéressé à ça et on a voulu rentrer dedans. Et ben, on a dû se battre pendant 18 mois contre la Poste. Alors, officiellement, ils étaient très sympathiques avec nous, ils nous aimaient beaucoup, etc. Et en lobbying derrière, au niveau ministériel, ils nous bloquaient complètement. On a réussi à y rentrer finalement. Et donc, voilà. Donc, il y a des enjeux de lobbying sur le terrain numérique aujourd'hui qui sont absolument majeurs. Et là, au niveau des mutuelles, je pense qu'on a plutôt un handicap.
parce que le métier qu'on pratique, il a pendant longtemps pas exigé beaucoup d'ingénieurs et voilà, donc on a des populations moins globalement pointues sur ces sujets-là que peuvent l'être d'autres industriels, etc. Et donc là aussi, hein, on a un enjeu de rattrapage, on a un enjeu de talent, parce que c'est des ressources rares aussi qu'il faut attirer, des sujets de marque employeur, etc. Et là on revient, parce que les jeunes aujourd'hui, enfin c'est la démonstration, je pense, hein, ils choisissent quand même, enfin là on parle plutôt des diplômés, ceux qui ont la chance de choisir, mais ils choisissent leur entreprise. Et ils la choisissent quand même beaucoup maintenant sur des critères RSE. On le voit de plus en plus, ça a énormément changé. Ça. Moi, pendant longtemps, je faisais passer des entretiens d'entrée dans des écoles de commerce, donc pas celle de Tours, mais d'autres, pour voir un peu comment les jeunes générations évoluaient. Mais en une génération, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Donc, c'est très intéressant aussi, ce mouvement-là. Et ça me rend moi plus optimiste sur un certain nombre de points, effectivement. Notre heure ensemble est passée bien vite, en tout cas, donc je vous remercie pour votre intervention sur ce très beau sujet de société, finalement. Je remercie aussi l'ensemble des participants pour cette matinée passée ensemble et les questions qui suscitent effectivement de vifs débats. Donc on pourra poursuivre peut-être à l'occasion d'une prochaine édition avec le réseau Mutel. En tout cas, vous êtes les bienvenus au siège social de la Jeune Chambre économique de Tours. Merci beaucoup.